Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Ah, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Je lutte depuis des années pour éviter le gaspillage. Il n'y a pas de faux poissons. Je milite contre le gâchis et le rejet des richesses de la mer, cette bouillie sans figure de bêtes sans nom. Le jeune poisson a besoin de stationner sur les fonds pour grandir, mais il est victime du dragage. C'est comme si on ratissait un potager après avoir semé. On détruit non seulement beaucoup de poissons, mais aussi les possibilités de renouvellement de ce poisson. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de Anita Conti, bande dessinée biographique signée Catel et Bocquet, publiée chez Casterman dans la série Les clandestines de l'histoire. Je m'appelle Aurélia Vertaldi et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman graphique. Bonjour Catel. Bonjour. Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges, Alice Guy, pour ne citer qu'elle, avec José-Louis Bocquet, vous formez un tandem qui met en lumière de grands portraits de femmes, qui ont su braver les considérations sexistes de leur époque pour s'imposer dans des mondes réservés aux hommes. Votre nouvelle biographie dessinée, Anita Conti, met en scène dans les années 30 le parcours de cette première femme océanographe française, lanceuse d'alerte avant l'heure, relieuse d'art, journaliste, photographe et cinéaste, qui a dédié sa vie au mystère du monde marin et qui, par son opiniâtreté, sensibilisera l'opinion sur les dangers de la surpêche et de la pollution. Un ouvrage passionnant qui plonge le lecteur à la fois dans les coulisses des premières explorations marines et l'intimité de celle que les marins surnommèrent la Dame de la mer. Alors ma première question, Catel, est la suivante. Entre exigence documentaire et fiction, comment élaborez-vous ce que vous nommez avec José-Louis Bocquet vos biographiques ? Eh bien, beau résumé déjà du livre. Nos biographiques, en effet, on a commencé ça au début des années 2000. En fait, il n'existait pas vraiment de biographie. Il y avait des autobiographies, mais on a décidé de travailler de façon empirique d'abord sur Kiki de Montparnasse, parce qu'il nous a paru important de raconter des histoires de personnes vraies dont l'aspect romanesque dépassait toute fiction. Mais on n'avait pas un plan de ce qu'on appelle aujourd'hui nos clandestines de l'histoire. C'est venu de façon vraiment empirique parce que ça a eu du succès simplement et qu'on a pu continuer et on s'est rendu compte qu'on conscientisait notre travail. C'est-à-dire que petit à petit, on rendait hommage à des femmes qui avaient marqué l'histoire, mais que l'histoire n'avait pas retenu en mémoire ou mal retenu en tout cas. Progressivement, voilà, ça nous a amené à faire une collection, ces fameuses clandestines de l'histoire, dont Anita Conti est le dernier modèle, un modèle de femme affranchie, émancipée, dans un milieu d'hommes, qui a laissé une empreinte indélébile, puisque c'est la première océanographe et carrément la pionnière de l'écologie. Aujourd'hui, tout le monde connaît Greenpeace ou le commandant Cousteau, et peu de monde connaît Anita Conti, la Dame de la mer. Vous vous documentez beaucoup José-Louis Bocquet commence à lire énormément de choses, à commencer par les biographies ou autobiographies, à la fois du personnage et de tous les personnages environnants, ainsi que l'histoire, parce que, par exemple, pour Anita Conti, c'est compliqué. Elle naît en 1899, elle meurt en 1997. Elle est notre contemporaine, à la fin du XXe siècle. Donc, elle traverse tout le siècle. Il faut arriver à concevoir et à connaître toute son histoire du début du siècle à la fin du siècle. Et donc, évidemment, le monde de la mer, les marins, la pêche, il faut se documenter énormément. C'est pareil pour moi au niveau graphique. Je cherche des images iconographiques de toutes sortes. D'abord les photos d'elle, tout ce qu'elle a aussi photographié, tout ce qu'elle a filmé, ce qu'elle a dessiné, tout ce qui a été écrit autour de la mer. Vous voyez, j'ai des petits carnets Moleskine, j'en ai toujours un sur moi, où je prends des notes graphiques de tout ce que je fais. C'est des dessins en couleur, en noir et blanc, des écritures. Et vous voyez, là, c'est le carnet 79 que j'ai sous la main, mais j'en ai énormément et d'autres formats aussi.
Donc c'est au moins 1 an de travail, de recherche avant de se lancer dans, proprement dit, l'écriture de l'histoire. Vous nous avez bien expliqué pourquoi avoir choisi Anita Conti, de par ses exploits, bien sûr, mais dans votre travail, je sens que toutes ces femmes ont une énergie, une force de caractère. Elles sont toutes libres, indépendantes. Comment on dessine cette énergie? Comment on dessine cette force de caractère? Mais ça, c'est compliqué parce que chaque personnage est finalement tout à fait différent. Joséphine Baker, ça a été la danse. Donc, arriver à dessiner en noir et blanc une femme d'origine noire américaine. Donc, voilà, c'était toute la problématique du mouvement, de la lumière. Pour Anita Conti, le problème, c'est la mer. C'est-à-dire arriver à montrer cette femme qui n'a pas une position forcément dynamique en train de photographier ou de filmer sur un bateau en train de tanguer. Donc il a fallu que je m'attaque à ce que je ne savais pas du tout faire à la mer, mais mes carnets de croquis, les représentations que j'ai regardées d'autres personnes, d'autres dessinateurs, des photographies. Enfin, je me suis inspirée d'un tas de choses pour arriver à synthétiser, parce que mon dessin, c'est du réalisme simplifié quand même. Donc arriver avec quelques traits à représenter la mer calme, la mer en mouvement, les tempêtes, les bateaux. Très compliqué de faire un bateau qui a l'air d'un vrai chalutier, sans que ce soit une banane molle au milieu de l'eau. Et surtout que chaque chalutier se ressemble, mais chaque chalutier est vraiment différent. Il y a toujours des petites différences en fonction de la date, du style. Et comme nous vivons avec José Luboquet à Fécamp, la plupart du temps, nous connaissons quelques capitaines là-bas, dont un des derniers capitaines de ces Terre-Neuva, qui allait donc à l'autre bout de la terre pour chercher la morue, et qui, lui, était très exigeant sur la véracité de mes représentations. Donc, je suis toujours allée le voir pour lui montrer si le chalutier était bien fait, si je mettais bien le mât où il fallait, ce qu'on appelle le chien où il fallait, les anses, les lances, enfin, tout ce qui concerne le bateau, techniquement. Et il m'a pas mal repris, il m'a montré des maquettes. Donc voilà, j'ai dessiné de façon que ce soit assez aussi juste pour les spécialistes de la mer et puis assez lisible pour le public en général. Ah oui, c'est toute une gymnastique voilà. entre l'exigence de réalisme quand même. Et voilà, là c'est le problème de la mer. Après, le problème du personnage de Anita, fallait trouver le petit truc chez elle qui fait que ce soit elle et pas une autre. Donc j'ai beaucoup regardé de photos. En plus, elle vieillit au fur et à mesure, donc depuis petite fille à personne âgée, parce qu'elle est morte à 97 ans. Et c'est toujours garder le sourire, la vivacité dans ses yeux. Voilà, trouver le petit truc qui fait que ce soit elle et pas quelqu'un d'autre. Et je l'ai soumis très souvent à son fils adoptif, Laurent Giraud-Conti, pour qu'on discute aussi de est-ce que c'est bien elle. J'en ai fait mon personnage un peu à la Tintin, c'est Anita Conti. Et j'espère qu'elle est juste, en fait, dans le sens où la justesse de sa psychologie, qu'elle existe, qu'elle vive. Et c'est aussi un personnage qui est très souriant. Sur toutes les photos qu'on a d'elle, les films aussi, elle est peut-être par son éducation bourgeoise, toujours en train de sourire, de paraître, de ne jamais se plaindre. C'est ce qui a fait d'ailleurs qu'elle a pu rester sur des bateaux seule femme avec 50 marins dans des conditions épouvantables. Mais jamais elle ne s'est plainte. Mais ça venait aussi de son éducation, ne jamais se plaindre, prendre sur soi. Et donc j'essaie de transmettre aussi un peu ce côté bienveillant, gentil, extrêmement poli aussi d'Anita en toutes circonstances, tout en étant passionnée, en bravant tous les dangers, voilà, en étant un personnage absolument romanesque. Il y a Anita Conti, il y a cette femme, mais il y a les hommes aussi. Toujours un peu dans votre travail, les hommes ne sont pas en reste, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a des hommes bienveillants derrière chaque parcours de femme, quand même, je trouve, dans vos albums. Bien sûr. Ils sont là, son mari. Oui, son mari, dont elle ne divorcera jamais, mais dont elle sera séparée tout de suite. Au bout de 2 ans de mariage, c'est fini parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont plus amis qu'amants, je pense. Et elle a envie de partir sur les bateaux. Elle n'a pas envie de vivre sur Terre. Donc elle va passer sa vie, sa maison, ça va être les bateaux. Et donc aussi tout son combat contre la surpêche et la façon de nourrir la population le mieux possible grâce à une pêche responsable. Et donc son mari va l'accompagner de loin. Il va l'aider même en lui envoyant des appareils photos. Il va toujours être... en compagnonnage, mais sa véritable histoire d'amour, en réalité, ça va être avec une femme, bizarrement. Pâquerette. Pâquerette, qui elle-même était mariée, qui a eu un enfant, mais pendant la guerre a perdu et son mari et son enfant, et toutes les deux vont tenter une aventure en Afrique de pêche responsable, en fait, ces premières pêcheries où on pêche le requin, mais on prend tout dans le requin, comme dans le cochon, tout est bon, dans le requin, tout était bien. Et avec Pâquerette, elle va faire cette expérience pendant plusieurs années, et elles vont vivre ensemble, elles vont vivre une histoire très intense. Je crois qu'Anita aimait les humains en général, hommes, femmes. Enfin, c'était quelqu'un de tellement généreux.
Moi, je ne l'ai pas rencontré, mais José Louis Bocquet l'a vu en fait à un festival étonnant voyageur. D'ailleurs, c'est à Saint-Malo. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il est tombé en extase devant cette femme qui avait déjà plus de 90 ans et qui était tellement drôle et tellement gentille et bienveillante, qui mettait en valeur plutôt les autres. Ella Maillard, Théodore Monnier qui était là. Et elle-même se mettait en retrait alors qu'elle avait une vie, un parcours tellement extraordinaire. Quand on est arrivé à Fécamp, qu'on s'est installé là-bas, eh bien, il y avait le lycée Anita Conti, un bateau Anita Conti. C'était l'héroïne du lieu parce qu'elle a vécu à Fécamp. Et donc, moi, je m'y suis intéressée à ce moment-là. J'ai lu des livres sur elle et très naturellement, nous est apparue l'idée qu'il fallait absolument faire quelque chose sur elle parce qu'elle était très méconnue, alors qu'elle avait tellement marqué, tellement travaillé pour le bien de l'humanité, finalement. Vous avez réalisé l'affiche du festival Faites lire qui se déroulera au Mans du 30 septembre au 6 octobre. Pour l'illustrer, vous avez représenté Marie Curie. Qu'est-ce qui a motivé votre choix? C'était une demande? C'est vous qui l'avez choisi? Comment ça s'est passé? J'ai eu l'honneur déjà d'être choisie pour faire cette affiche. Et cette année, c'était l'idée de mettre en valeur une femme scientifique. Donc la suggestion est venue de la mairie du Mans qui, évidemment, a pensé à Marie Curie, qui est la grande scientifique française connue, peut-être une des seules qui soit dans nos livres d'histoire. Sachant aussi que je travaillais sur une autre scientifique, Anita Conti, mais une scientifique plutôt empirique, parce qu'elle n'a pas fait les études de Marie Curie. C'était quelque chose qui était assez exceptionnel quand même, de pouvoir faire ça. Et Marie Curie, s'est imposée comme une évidence. Et donc, j'ai fait l'affiche en la représentant avec son atelier en arrière-plan. Oui, c'est vrai que la dimension scientifique est en filigrane dans l'histoire d'Anita Conti. Elle est brillante, elle a quand même des idées, elle y va, et elle a une forme d'utopie aussi. Oui, elle est très, très idéaliste, très utopique, mais elle y va de façon empirique, comme je disais, parce qu'elle n'a pas fait les études scientifiques qu'a fait par exemple un Cousteau. En revanche, elle est montée sur les bateaux, elle s'est mise à disséquer les poissons, elle a fait des recherches sur la salinité, elle a fait des cartes de zones de pêche, des recherches dans des tubes avec des microscopes. Donc toutes ces recherches qu'elle a notées, qu'elle a dessinées, qu'elle a photographiées, filmées, ont pu servir aux scientifiques diplômés. Ce qui fait qu'elle est le premier maillon de la chaîne, mais c'est le maillon oublié. Et c'est le plus important, puisque c'est ces études qui ont permis de poursuivre aujourd'hui et de voir que ça a fonctionné. Par exemple, c'est quand même Anita Conti qui a inventé l'aquaculture. Au moment où, comme elle disait, on ne produisait pas du poisson, c'était pas de la production, mais de la destruction. Et elle disait bien que pour qu'on puisse vivre et pêcher du poisson correctement, il fallait que le poisson puisse se renouveler. Donc son idée est venue de partir en mer du Nord, en Adriatique, et de concevoir des cages pour élever des alevins qui devenaient des poissons de façon à pouvoir les renouveler. Elle a subi une marée noire, des arrêts d'aide financière, donc sa recherche n'a pas pu aller plus loin, mais on a compris qu'on pouvait faire de l'aquaculture. Aujourd'hui, l'aquaculture est développée dans le monde entier, d'ailleurs un peu trop, puisqu'aujourd'hui, on injecte des vaccins, on a de nouveau pollué cette belle idée. Il faudrait aujourd'hui qu'Anita revienne pour faire stopper en fait les excès de l'aquaculture telle qu'elle est pratiquée actuellement industriellement. Des histoires, des vies romancées, la littérature en est pétrie. Alors, quel livre illustre pour vous le pouvoir des mots de la littérature? Alors, s'il faut vraiment en choisir un, je dirais peut-être Indiana de George Sand, pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime l'écriture littéraire, le romantisme du 19e siècle, c'est ce que j'ai appris en premier pratiquement à l'école, quand je lisais Flaubert, Balzac, Victor Hugo. Et j'ai découvert Indiana et ça m'a stupéfaite d'abord de découvrir que George Sand était en fait une femme et pas un homme, dans un monde d'hommes où elle avait pris ce pseudo en fait, puisqu'elle s'appelait Amandine Dupin du Devant, et elle a pris ce pseudo pour se faire passer pour un homme pour qu'elle puisse écrire de façon libre en fait. Et donc Indiana, c'est une histoire romantique d'une femme qui veut s'émanciper d'une certaine façon. Et ce que je trouve formidable dans la façon d'écrire de George Sand, qui est à 3 niveaux, parce que ses livres sont très vivants par leur description très détaillée, très belle, et ses dialogues aussi très expressifs, très poussés dans les mœurs de l'époque, avec une justesse psychologique assez incroyable. Et la troisième chose, c'est son analyse. Elle a toujours une voix comme une voix off qui analyse la situation de façon assez caustique, presque humoristique à des moments, où elle dénonce des choses qui, à l'époque, étaient extrêmement avant-gardistes, puisqu'elle dénonce la condition féminine, l'emprisonnement de la femme, la non-égalité face aux droits. Quand une femme, dans un mariage, est absolument étouffée, elle était déjà, finalement, Madame Bovary avant l'heure. Et d'ailleurs, je l'ai adaptée en bande dessinée avec Claire Bouillac, chez Dargaud, parce que j'avais envie de la faire connaître au plus grand nombre dans l'essence même de son écriture. Quel livre vous a fait aimer lire ? Qu'est-ce que je lis en premier? C'est La Comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie. Ça m'a vraiment fait aimer la lecture, cette pauvre petite Sophie curieuse, aventureuse, qui commet des bêtises. Et elle m'a plus finalement influencée ou amusée que les petites filles modèles Camille et Madeleine de Fleurville, qui me paraissaient un peu sages par rapport à Sophie.
Après, toute l'œuvre, de toute façon, de la comtesse de Ségur, Un bon petit diable, par exemple, ça m'a vraiment donné envie de lire. Et je dirais qu'après, à mon adolescence, le livre qui m'a énormément marqué, peut-être pour le reste de ma vie, qui m'a donné envie non seulement de lire, mais d'agir, c'est l'essai féministe de Benoît de Groux, Ainsi soit-elle, en 1975. Un essai sur la condition féministe qui m'a ouvert les yeux sur la condition des femmes dans le monde. Ça m'a foudroyée, je pourrais dire, quoi. C'était tellement incroyablement injuste que j'ai eu envie d'en savoir plus et je me suis mise à lire un tas de livres sur les femmes en général et souvent écrits par des femmes. En plus, elle le dit avec beaucoup de finesse et avec aussi beaucoup d'humour. Ça m'a ouvert à la lecture de façon générale et à la condition féminine. Quel livre vous a fait pleurer ? Alors là, très clairement, c'est Le bruit des clés de Anne Goscinny. Quand elle dit à tout à l'heure, mon petit chat, c'est ce que lui dit son père avant de partir et de la quitter définitivement quand elle a 9 ans. Il prend ses clés, le bruit des clés, il s'en va, il va chez son cardiologue, il meurt pendant l'exercice de vélo d'un arrêt cardiaque. Et donc, à partir de là, commence le monde du silence pour elle. On ne lui dit pas vraiment, elle ne va pas à l'enterrement. Et elle écrit ce livre à son papa comme une dernière lettre. C'est très émouvant. Et voilà, c'est un livre auquel je veux rendre hommage et à Anne Goscinny, qui est devenue mon amie, avec laquelle je travaille aujourd'hui, et qui écrit des livres humoristiques pour la jeunesse. Non seulement des romans magnifiques, durs et tristes, mais aussi des livres très drôles, à l'instar du petit Nicolas, qui s'appelle Le monde de Lucrèce, que j'illustre. Quel livre vous a fait rire ? Bien qu'on parle de Anne Goscinny, j'irai sur son père, René Goscinny, évidemment, première lecture Astérix. Le Gaulois, voilà, ces habitants du village gaulois d'Armorique, 50 ans avant Jésus-Christ. Ce petit village où les habitants poursuivent seuls la lutte contre l'envahisseur grâce à leurs potions magiques. C'était tellement hilarant. J'ai lu plus de vingtaine d'albums qu'a écrit Goscinny, illustrés par Uderzo. Et j'ai particulièrement adoré Cléopâtre. Évidemment, encore un personnage féminin qui avait parié avec César d'arriver à édifier son propre palais à Alexandrie. Grâce à la potion magique, elle y est arrivée. Et donc un peu de potion magique nous aide dans la vie. Quel livre vous a mise en colère ? Alors, le livre qui m'a mise en colère, c'est récemment un livre qu'on m'a offert, Bad Gens, qui veut dire en iranien mauvais genre, en persan espiègle ou effronté, de Delphine Minoui, qui est l'histoire d'une jeune iranienne de 16 ans qui escalade une benne à ordures, qui est prête à brûler son foulard en public. Je ne vais pas dévoiler la fin de l'histoire, c'est une fiction, mais finalement c'est évidemment un hommage à Masha Amini, pour laquelle j'avais aussi envoyé des messages sur mes réseaux sociaux parce que j'avais été scandalisée, écœurée. Et j'ai participé au livre Femme, vie, liberté de Marjane Satrapi, où je racontais l'histoire du slogan Femme, vie, liberté, avec un historien iranien qui m'avait aidée. Ce paysage intime en flashback d'une Iranienne à différents moments de sa vie, de la naissance indésirée, en passant par le père castrateur, les codes sociaux vestimentaires restrictifs pour les filles, les premiers amours violents, voire un viol. Eh bien, ça raconte cette oppression qui est absolument inadmissible, insupportable, qui existe toujours en Iran, et je ne parle même pas de l'Afghanistan. Enfin, c'est quelque chose qui me met en colère. Et enfin, quel livre aimez-vous offrir ? Alors offrir, c'est un peu compliqué parce que je parlais de mes parents qui, eux, offrent systématiquement Changeons de vie d'Edgar Morin. Très beau livre que je vous recommande parce qu'ils en sont... ils ont envie de passer un message à travers ça et je le comprends. Moi, j'aurais plutôt tendance à offrir à chaque fois un livre différent en fonction de la personne. Donc je pense que c'est plus personnel et privé, mais si vraiment il fallait que je donne un titre, j'irais de nouveau vers Benoît de Groux, qui a écrit Mon évasion assez tardivement dans sa vie, en 2008, c'est quand je l'ai rencontrée, et que j'ai fait une bande dessinée sur elle. Et elle avait écrit Mon évasion, qui était finalement un livre autobiographique sur son parcours de femme, de féministe, d'amoureuse aussi. C'est un magnifique portrait de femme qui s'émancipe au sein du XXe siècle et aussi un petit peu du XXIe siècle. C'est un vrai modèle pour les femmes. Donc, c'est un livre que j'aime offrir. Merci, Catel. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes l'autrice de la bande dessinée Anita Conti, publiée chez Casterman. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Aurélia Vertaldi et je suis journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ?
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.